Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la visite d'un bon rhume, peut-être de la grippe, donc je vais avoir une voix probablement encore plus bizarre que d'habitude, si tant est que ce soit possible. Voilà et ça me rend flemmard, du coup, je vais vous lire des extraits du dernier livre que j'ai publié, que j'aime beaucoup, hein. Je vais pas faire de fausse modestie. Voyage vers le soi en Orient et en Occident, aux éditions Almora. Et ça rejoindra des questions qu'on me pose parfois et des gens sont curieux de savoir, qui je suis, d'où je viens, comme si je pouvais répondre à ça. Mais bon, on peut se raconter des histoires, des illusions, hein, pourquoi pas? Donc là, c'est le premier chapitre, la Sadhvi de Passage à Pushkar. Sadhvi, c'est le féminin de sadhu. Les sadhus sont des gens qui ont renoncé au monde, pour se consacrer à la vie spirituelle. Voilà. En Inde, évidemment. Et dedans, il est question à un moment donné de ganja et de charas. La ganja, c'est de l'herbe, de la marijuana, et le charas, c'est une forme de hashish qu'on ne trouve qu'en Inde. À Pushkar, un petit groupe de sadhus venait d'arriver et de s'installer dans l'allée principale, près du lac. Parmi eux, une femme, une sadhvi aux cheveux courts. Des gens du coin s'assemblaient constamment autour d'eux et faisaient des offrandes, de fruits, de riz et de lentilles, de sucreries, et surtout de ganja et de charas. Les sadhus semblaient voguer dans un monde intérieur, certains avaient l'air vraiment défoncés plutôt qu'en méditation. Mais la sadhvi, elle, resplendissait d'une lumière intérieure comme je n'en avais encore jamais vue. Et alors que ses comparses semblaient coupés du monde, elle semblait totalement connectée à l'ensemble, à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle ne parlait pas un mot d'anglais, et mes quelques rudiments de hindi ne permettaient pas de converser. Pourtant, c'est le premier véritable enseignement que j'ai reçu en Inde. Elle plongeait son regard lumineux et intense dans le mien, souriait sans réserve, pardon, puis à l'aide de ses mains autant que de ses yeux, tout en prononçant quelques mots de hindi ou peut-être de sanskrit, je ne savais pas, elle me montrait tout ce qu'il y avait dans notre environnement immédiat, me faisant part que tout était un et que tout était source d'enchantement, d'émerveillement. Puis elle indiquait son cœur, puis le mien, et me faisait comprendre qu'il en était de même. Tout était source d'enchantement et d'émerveillement, et l'intérieur n'était pas différent de l'extérieur. J'étais dans une sorte d'extase tranquille, totalement apaisé, et à ma surprise cela se prolongeait un certain temps. Chaque jour, je venais passer mes journées et une bonne partie de mes soirées avec ce groupe de sadhus, et la sadhvi m'accueillait comme un jeune frère qu'on soigne bien. Un matin, quand j'arrivais à leur campement, ils étaient partis. C'est un récit, quelque chose que j'ai vraiment vécu quand j'avais 19 ans. Ça faisait quelques mois que j'étais en Inde, hein, en recherche, comme on dit. Un autre extrait, Une vie sans moi, point d'interrogation. Pendant une éternité, j'étais confronté à un insoluble dilemme. Le moi voulait être libre du moi. Je comprenais intuitivement que toute démarche, aussi judicieuse fût-elle, était vouée à l'échec, puisque le fameux moi demeurait aux commandes. Mais je ne pouvais pas me résoudre à ne rien faire, redoutant alors de sombrer dans une existence plate et médiocre, routinière et sans saveur. Alors je tapais aux portes qui se présentaient et j'ouvrais en grand les fenêtres. La tension de l'attente me faisait oublier la seule chose essentielle. Mais qui donc était ce je qui voulait autre chose que ce qui est? Au moment même où ce questionnement s'est mis en branle, le silence et la tranquillité m'ont gagné.
impossible de localiser un moi quelconque et tout aussi impossible de lui attribuer des qualités, sinon, éventuellement, vide, transparent, inexistant, mais avec une conscience de son existence illusoire, sans forme, sans rien ni nulle part où se poser. Un autre extrait qui s'appelle juste observer. Hélas, le mot méditation est devenu très populaire, mais on en a fait une activité, un ensemble de techniques que l'ego, cette illusion à laquelle on croit, est souvent fier de pratiquer. Pire encore, on a popularisé la formule méditation de pleine conscience, qui est non seulement totalement absurde, mais un véritable voile posé sur la réalité de la méditation. Pour diverses raisons que nous n'examinerons pas ici, parler de pleine conscience n'a aucun sens. Si on s'était contenté de parler d'être présent ou attentif, ce serait beaucoup plus juste, mais ce serait encore un dévoiement de la méditation si l'on entend par ce terme une attention non dirigée, non contrôlée, qui est à la fois le soubassement de tout et ce qui enveloppe tout. La méditation n'est pas un état, on ne peut donc pas la pratiquer. Ce qu'on pratique, ce sont des exercices de relaxation ou de concentration, et bien qu'ils aient de la valeur et de l'utilité, ils sont totalement étrangers à la méditation, qui ne peut se révéler qu'en l'absence du méditant et d'un objet de méditation. Cependant, on peut noter que certaines pratiques s'en approchent tellement qu'elles peuvent conduire le méditant au stade où il pourrait disparaître du tableau et être méditation. Par exemple, le zazen et le vipassana, à condition toutefois d'abandonner tous les dogmes, les doctrines, les croyances et par-dessus tout ce qu'on sait sur soi-même ou qu'on croit savoir. Alors, dans l'assise silencieuse, sans objet et sans sujet pour observer, ne demeure qu'observation, vigilance sans frontières et sans centre. Lors d'une session d'assise silencieuse guidée, voici le genre de questions qui revient fréquemment. Parenthèse, des questions qu'on m'a fréquemment posées quand j'animais des stages. Que faut-il faire quand je réalise en méditation que je m'efforce d'atteindre un objectif ou que je lutte pour empêcher le déferlement de pensée? Réponse. Juste observer. Contentez-vous d'observer ce qui se passe, d'observer la lutte, l'effort. Alors c'est l'observation, l'attention non dirigée qui va prendre le relais. Une observation sans objet à observer et sans sujet pour observer. Dans cette observation non centrée, non égocentrée, vous remarquerez probablement que vous n'alimentez plus la machine à lutter, à s'efforcer. L'énergie colossale employée à lutter pour ou contre va alors être totalement rassemblée et vous serez méditation, présence, observation. Familiarisez-vous avec cette approche, vous ne souffrirez plus de lutte ou d'effort, mais vous serez au contraire profondément tranquille, comme dégagé d'une certaine façon de vous-même, qui est le véritable centre de tout conflit, de toute lutte ou effort. Bien que je vous invite à observer sensations et mouvements de la pensée, ce n'est qu'en étant fermement convaincu que vous n'êtes ni les sensations ni les pensées, que vous n'êtes pas l'objet d'observation, que vous vous tournerez vers l'observateur. Plus tard, l'observateur lui-même se fondra dans l'observation sans relation de sujet à objet. Un extrait où je cite deux sages pour lesquels j'ai le plus grand respect, Jean Klein et Nisargadatta, dans le chapitre intitulé Graines de liberté. Certains ont un talent fou pour formuler des choses subtiles avec précision et élégance. Voyez cet extrait de Jean Klein. Ce que vous prenez pour la réalité
n'est rien d'autre qu'un concept provenant de la mémoire. La mémoire provient de l'esprit du témoin, le témoin du soi. Vous êtes le témoin, le spectateur qui se tient au bord de la rivière et qui observe la rivière qui s'écoule. Vous ne bougez pas, vous êtes immuable, au-delà des limites de l'espace et du temps. Vous ne pouvez pas percevoir ce qui est permanent parce que vous l'êtes, ce permanent. Et en écho, les paroles de Nisargadatta Maharaj, tout ce qui est perceptible l'est au travers de la capacité des sens. C'est perceptible par celui qui ne peut pas être perçu par les sens. Méditez de telle manière que vous en oubliez que vous méditez. La vérité se révélera à celui qui s'oublie. Celui qui a saisi cela n'a pas besoin de s'asseoir en méditation. Et un tout dernier extrait qui s'intitule Si simple. Quand on a passé des décennies en quête d'éveil ou de libération, il n'est pas toujours évident de reconnaître l'extrême simplicité de la chose, qui n'est absolument pas une chose. L'ego est si satisfait d'être en quête spéciale, spirituelle, de se discipliner, de se maîtriser, de consacrer des heures chaque jour à la méditation, alors abandonner tout ça d'un coup d'un seul, certainement pas. Évidemment, si on oublie tout ce qu'on sait sur l'éveil, la libération, la méditation, la donne change. Nous nous retrouvons dans l'ouverture, et dans l'ouverture, il y a éveil et libération et méditation constante. Ce n'est pas l'individu qui médite, lui peut seulement voiler et obstruer la méditation. C'est la conscience sans objet, la source même, qui est toujours en méditation. Et toujours est une figure de langage, car elle est hors du temps et hors de l'espace. Il arrive que l'évidence s'impose, à savoir la reconnaissance de notre ignorance totale en ce qui concerne notre ultime réalité, et alors l'individu s'efface spontanément et ne demeure que la méditation naturelle, sans la moindre implication d'un méditant. Le passage de l'individu à la conscience qu'il est en réalité est éveil, libération. C'est encore bien plus simple que tout ce que je peux en dire. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture, écoute. Je vous remercie, à bientôt.